to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission qui est assez extraordinaire en soi, parce que, comme je disais à mes invités hors caméra, c'est la première fois que je vais converser avec deux écrivains dont l'un des deux édite l'autre. Donc, ça va être très sympa, mais on va y arriver. Alors, Vincent, que vous connaissez très bien, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne avec entre autres la revue Zoom Arrière, et qui vient aujourd'hui en tant qu'auteur, le fantastique gothique italien, un livre écrit par deux personnes, Éric Escoffier et Vincent Jourdan, édité chez Monotone Édition. Je présente quand même l'affiche, voilà, la couverture, il y a ça, et la personne qui se trouve en bas, là, bah, c'est l'éditeur de Monotone Édition. Mais il est aussi écrivain. Et là, on va parler d'un ouvrage, une espèce de recueil d'articles, de textes, pardon, cinéma parallèle, chronique, donc édité chez Monotone, bien évidemment. Et c'est Didier Baldouchi. Voilà. Et je montre ça. Et pour avoir plus d'informations, pour se procurer les livres, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Avant de commencer, comment vous vous sentez? Comment vous allez? Très bien. Bonsoir ou bonjour aussi. Et puis, merci de nous recevoir une fois de plus. Moi, effectivement, voilà, ça fait 3 fois maintenant, je crois. 2 ou 3 fois que je viens. Oui, c'est toujours un plaisir. Ça va devenir un taulier, donc comme je dis souvent, donc de l'émission. Avec plaisir. Toi, c'est la première fois, oui, effectivement. Toi, c'est la première fois. Bah, j'ai envie de commencer par toi, Didier. C'est une question provocatrice, hein. Mais je voudrais te poser comme question, pourquoi tu es un fainéant? Pas vraiment un fainéant. J'ai une réputation de fainéant que je fais rien pour faire disparaître. En disant que j'ai toujours travaillé le moins possible dans ma vie, de vrais boulots, de quelques boulots alimentaires et d'autres un peu artistiques, mais toujours le moins possible pour garder du temps pour moi, pour faire autre chose. Oui, mais c'est par rapport au dernier texte que tu écris sur ces films-là qui t'ont rendu finalement fainéant. Et j'ai trouvé que c'est un texte extraordinaire et c'est pour ça que je t'orientais vers ça, quoi, vers cette idée de la fainéantise. À savoir que ces films-là t'ont regardé mais t'ont rendu fainéant. Ouais, j'ai écouté beaucoup de musique qui rend fainéant aussi. Et beaucoup de livres qui rendent fainéant. Ça fait beaucoup à la longue. En fait, par rapport, oui, donc, à ce texte-là dont tu parles, et que c'est le style, la manière que tu as aussi d'approcher ces films-là qui t'ont regardé, et ce style-là qui est aussi un style dans lequel il y a beaucoup d'humour, donc beaucoup de second degré. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ton style, je connaissais pas tes textes jusqu'à ce que je découvre ce recueil. Et est-ce que cette manière d'écrire, cette façon d'approcher une œuvre, quelle qu'elle soit musicale dans un premier temps, mais surtout cinématographique, est-ce que c'est important pour toi? C'est une évidence. C'est comme ça qu'on doit parler de cinéma, te concernant en tout cas. Oui, voilà. En général, pas forcément du tout, mais moi, finalement, c'est la chose qui me vient naturellement, quoi. J'ai essayé d'écrire autrement, mais ça finit toujours par un côté un peu second degré, détaché, cynique. Je veux pas aller contre ma nature. Mais pourquoi, dans le texte, t'insistes beaucoup sur le fait que ces films-là, qui sont des films quand même autant bouleversants que très ambitieux aussi dans la forme, par exemple, que ça soit Fassbinder ou que ça soit Pasolini ou Fellini d'ailleurs, pourquoi ces films-là, finalement, t'ont donné un état d'esprit face à la vie qui est, on va dire, pour rigoler, la flemmardise, la fainéantise. Comment tu peux l'expliquer, ça? C'est peut-être aussi parce que les conditions dans lesquelles je les ai vus, ces films, ça a dû pas mal jouer, parce qu'à une époque, quand j'étais un peu fin d'adolescence, un peu avant d'avoir 20 ans, j'habitais toujours chez ma mère, je travaillais pas, donc pas d'argent. Alors, on faisait un genre de ciné-club l'après-midi avec 2 copains, où on se regardait toujours un film de série Z et un film d'auteur, entre guillemets. Et donc, on a vu ensemble ces films-là avec Pasolini, les Fellini, sur le canapé, en buvant des bières, en mangeant des loukoums. Donc, ça a dû aussi influencer sur. Sinon, c'est vrai que c'est pas des films. Enfin, c'est des films drôles, mais pas seulement, et souvent pas drôles du tout. Et oui, c'est plus ma manière ou une autre manière, parce que c'était avec des potes de les regarder, qui
Maintenant, si je les revois, je les vois toujours sous cet angle-là, sur le canapé chez ma mère, en mangeant des loukoums et en buvant du café. Et il y a quand même cette maison d'édition qui s'appelle les éditions monotones. Et et dans ces éditions-là, il y a ces textes-là, mais il y a aussi ce livre, le fantastique gothique italien. Et quand on regarde, quand on lit et ce livre et les cinémas parallèles, bon, bien évidemment, il y a des similitudes, mais ça, on va en parler après. Juste, alors, on va voir avec Vincent par rapport à cet ouvrage-là. Une question très très basique, certes, mais déjà. Cet aspect du cinéma italien, est-ce que te concernant, c'est un moment important dans ton histoire du cinéma? Pas vraiment en fait. J'aime beaucoup Mario Bava, surtout son esthétique. Après, ces films toujours qui se passent dans un château hanté, etc. C'est le genre de film que j'aime bien, mais c'est pas le côté du fantastique ou de l'horreur que je préfère en fait. Je préfère les trucs des années 30-40. Ou alors les séries Z américaines, les films de monstres, les Ed Wood, ce genre de choses. Après, j'aime bien aussi les films gothiques, mais c'est pas vraiment mon truc. C'est pas comme Vincent ou Eric. Sauf Mario Bava, vraiment beaucoup. Et toi, Vincent, bien évidemment, bon, tu vas me dire, c'est normal, vu que tu as écrit un bouquin là-dessus, mais quand même, c'est important de savoir, parce que je sais que tu as d'autres aussi, comment dire, il y a d'autres aspects du cinéma dans sa globalité qui t'intéressent, mais ça, ce fantastique gothique italien, est-ce que c'est quelque chose de très très fort dans ton histoire? Alors, de très fort, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en fait, ça fait partie de tout un cinéma. En fait, je pense que ce qu'il faut dire à la base, c'est que quand j'étais enfant ou préadolescent, on va dire, en fait, ces films-là, comme les films de la Hammer ou des choses comme ça, en fait, ils me faisaient vraiment peur. Donc, en fait, c'est des films que j'ai découverts beaucoup plus tard, mais en gardant cette espèce de souvenir de choses qui m'avaient vraiment foutu la trouille à l'époque. Et donc, évidemment, quand je les ai découverts, vraiment, c'était moins impressionnant. Mais j'ai toujours gardé ce rapport. Donc oui, ils ont été un peu importants, parce que c'est des choses qui m'ont marqué sans que je les voie vraiment. Et après, j'ai eu vraiment envie de les explorer. Et après, alors, en ce qui concerne notamment le cinéma italien, le gothique en particulier, ça fait partie de toute une période quand le DVD a commencé à se répandre, je dirais, au début fin des années 90, début des années 2000, où beaucoup de ces films ont été édités, réédités, et donc on y a eu accès. Et en fait, moi, c'est toute une cinématographie que j'avais plus ou moins fantasmée et que j'ai découverte vraiment à ce moment-là, et qui m'a séduite, bon, pour un tas de raisons, et des raisons formelles, en fait. Enfin, oui, pour beaucoup de choses, comme dit Didier, les histoires, c'est toujours un peu les mêmes, des histoires de malédiction, de châteaux, de vampires, de tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il y avait, pour un cinéma qui était donc du cinéma de genre, cinéma commercial, il y avait une vraie exigence. Alors, bon, il n'y a pas tous, hein, évidemment, il y en a qui sont d'atroces purges, il faut bien le dire. Mais il y a aussi des films complètement novateurs. Enfin, il y a des choses formidables chez Ricardo Freda. Je me souviens, il y a un meurtre, je ne sais plus lequel c'est exactement, mais où la Barbara Steele lacère un personnage à coups de rasoir, et c'est filmé du point de vue de la victime avec du sang qui éclabousse l'écran. Enfin, c'est des choses, je pense que ça n'avait jamais été fait avant, et des choses que j'adore découvrir dans ce cinéma-là. C'est vrai pour le gothique, mais c'est vrai pour le polar, pour le western, évidemment. Tout ce cinéma des années 60 que je trouve extrêmement inventif. Donc, par rapport à ça, oui, c'est quelque chose auquel je tiens, par rapport au grand cinéma classique que j'adore aussi. Est-ce qu'on pourrait appeler ça aussi une espèce de cinéma parallèle, si je devais paraphraser Didier avec le titre de son recueil de textes? Oui, c'est un cinéma parallèle qui n'avait pas du tout les mêmes ambitions que le cinéma de prestige. Enfin, c'est un cinéma qui émerge finalement en même temps que le cinéma aussi rentre au niveau mondial, hein, rentre dans la modernité. Hein, d'une certaine manière, c'est pas tellement différent. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas si différent que de ce que fait Godard à la même époque quand il fait À bout de souffle. Il casse les codes, il fait quelque chose à l'énergie, avec des visages nouveaux, avec des envies nouvelles. Alors lui, il y a 10 ans de théorie derrière, il y a des choses qui sont très conscientes. Je pense que si, chez Bava, chez Freda, chez gens comme ça, il y a une part consciente, mais quand même, ils sont aussi dans un système économique, dans un
voilà, dans le système de production de l'Italie de l'époque qui est très dynamique, où ils peuvent se permettre des choses, ils tentent des choses, et en même temps, voilà, ils savent qu'ils bossent pour le public, quoi. Je pense sans vraiment d'arrière-pensée. Après, il faudrait revoir ce qu'ils ont dit à l'époque, mais voilà, je pense qu'il y a quand même cette même énergie, c'est-à-dire dans le cinéma de genre, on va risquer des choses, on va montrer des choses de lumière. C'est ce que fait Fischer en Angleterre, c'est ce que font certains Espagnols au bout d'un moment, comme Jess Franco, à partir de 64, 63, 64. Voilà, ils vont montrer des choses différemment. Donc globalement, il y a quelque chose que je trouve très intéressant à ce moment-là. Donc c'est un cinéma parallèle de ce grand cinéma-là. Et toi, Didier, quand déjà, je voudrais savoir, les textes qui sont dans ce recueil, pardonne mon ignorance, mais ce sont des textes qui ont été publiés ailleurs ou ce sont des textes qui ont été écrits pour ce livre? Oui, non. À part peut-être 2 ou 3 que, à une époque, on dit un fanzine à Nice qui s'appelait Zéro. Non, je pense en fait que c'est... Il y en a peut-être 2 ou 3, il y avait des versions différentes qui étaient dans le fanzine, mais sinon, tout le reste, non, c'était écrit sur ce livre-là. Et le terme cinéma parallèle, c'était quelque chose, ça, c'est un terme que tu as mis du... Enfin, comment dire, ça a mis du temps à venir en toi, ce terme-là, parallèle? En fait, c'est un peu absurde comme nom, mais parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Tourisme parallèle sur des endroits un peu étranges ou qui ne présentent aucun intérêt, mais qu'on peut présenter d'une manière drôle à Nice ou dans la région. Et du coup, je me suis dit, je vais garder la même idée, cinéma parallèle. C'est pour pas écrire ni cinéma underground, ni cinéma bis, non, mais ça revient un peu à ça. Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que quand on lit tes textes, on a cette sensation louable que finalement, il y a le refus des cases. Il y a le refus de dire ce film, ça fait partie, ça doit rentrer dans telle case, dans telle case, dans telle case. Mais il y a ce titre-là qui est cinéma parallèle. En fait, ça aurait pu être juste mon cinéma, quoi. Oui, ça aurait pu. Non, en fait, c'est pas que je trouve qu'il faut pas mettre les films dans des cases, c'est que je pense que quel que soit le style, on peut examiner sérieusement même un film qui n'a pas été fait sérieusement, même un film de série Z, même ce qu'on appelle souvent des nanars, qui est quand même assez péjoratif comme terme. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut et que des chefs-d'œuvre. Mais il y a des films d'auteur dans les films de genre, et il y a des films qui sont considérés comme étant d'auteur, que moi je trouve par contre totalement sans intérêt. Donc il n'y a pas une hiérarchie qui a été établie une fois pour toutes. C'est ça l'avantage avec la musique, c'est que quand même, il y a des groupes de rock qui n'ont pas du tout marché à l'époque et qui maintenant sont considérés autant que les Stones ou les Beatles. Alors qu'en cinéma, ça reste toujours quand même le classicisme. C'est soit Hollywood, soit les grands noms, soit la politique des auteurs, mais ou alors il y a toujours ce regard parce que les films ont un petit budget, on ne regarde pas avec le même œil que les autres, alors que le budget, ça n'a aucune importance finalement. Il y a aussi le fait que je pense que quand on écrit, quand on prend des mois et des mois de son temps pour écrire sur quelque chose, c'est que parce que parfois il y a un manque, c'est qu'il n'y a pas, on parlait de Peter Weir hors caméra avec Vincent. Bon, on s'est aperçu que par exemple Peter Weir, il n'y a pas beaucoup de livres en France qui ont été écrits sur ce cinéaste-là. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que toi les films, la plupart des films qui sont chroniqués qui sont joliment approchés, on va dire ça comme ça, je crois pas, enfin voilà, joliment approchés, est-ce qu'il y a aussi peut-être une idée parce qu'il y a un manque, on n'en a pas forcément assez parlé de ces films-là, ou alors mal parlé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de cela? Oui, c'est sûr. S'il y avait déjà 10 bouquins sur le sujet que j'avais trouvé super, j'en aurais pas écrit un 11e, je pense. Mais voilà, c'est un peu ce que je disais. Il y a plein de bouquins sur les films de série Z, sur les sous Corman, etc. Mais qui parlent que de ça, et souvent sur... enfin, moi aussi, il y a un temps rigolo, mais sur un temps un peu moqueur. C'est des nanars, c'est des séries Z, c'est des petits budgets, donc on se moque parce qu'on voit les pieds qui dépassent du costume du monstre, etc. C'est un peu facile et un peu réducteur. On ne parlerait pas d'un film d'avant-garde qui a été fait lui aussi pour $5,000 sur ce temps-là, alors que là aussi on voit sûrement des trucs qui dépassent la perte du micro et tout ça.
d'un coup, voilà, j'avais envie d'écrire sur un ton un peu différent de la plupart des bouquins de cinéma. Ils sont peut-être un peu exagérément sérieux aussi. On revient au bouquin Le Fantastique gothique italien. Comment, alors écrit avec Éric Escoffier et donc Vincent Jourdan, comment on approche cette thématique-là? Comment vous avez construit ce livre? Comment vous avez pensé la construction de ce livre, pardon? Alors, rendre à César ce qui lui appartient, donc c'est Éric qui a eu cette idée au départ. Donc Éric, c'est un cinéphile niçois très, comment dire, très pointu, qui a travaillé en Super 8. Ça fait très longtemps en fait qu'il officie à Nice. Il a fait des expositions, il a toute une collection. Bon, il est très fan de la Universal, des films de la Hammer et de ce fantastique italien. Et bon, il se trouve que moi, tout à l'heure, tu posais la question si les textes préexistaient. Bon, il se trouve que moi, notamment dans mon exploration de DVD, sur mon blog Innisfree, j'avais abordé au moins une dizaine de ces films déjà. Ça m'avait vraiment intéressé. Donc, il avait dû lire ces textes-là et il m'a demandé donc si ça m'intéresserait de bosser ensemble là-dessus. Donc, à partir de là, on s'est basé là aussi pour rendre. Il y a quasiment rien sur Bava, il y a quelque chose, il y a des choses sur Freda, mais il n'y a pas grand-chose en fait sur la plupart de ces films. Bava, oui, on a beaucoup écrit sur Bava, heureusement. Mais sur le fantastique gothique, il existe à ma connaissance qu'un seul bouquin qui fait référence de Roberto Curti, donc, qui a été édité en Italie et aux États-Unis, mais pas en France. Qui reprenait, donc on s'est quand même pas mal inspiré de ce qu'il a fait, c'est-à-dire on a fait une liste de l'ensemble des films, et à partir de là, bon, un peu par affinité, on s'est réparti le travail pour que ce soit assez aéré. Ce qu'on a rajouté, alors peut-être ce qu'on a essayé de faire en plus, bon ça après c'est nos personnalités, c'est rajouter ce que Didier fait très bien dans son bouquin, c'est-à-dire il y a un côté très personnel, c'est-à-dire aussi comment on ressent ces films, qu'est-ce qu'ils nous font à nous. Au-delà, il y avait une partie plutôt informative quand même, c'est nécessaire, mais aussi donc cette partie, voilà, comment, par exemple, le fait qu'on adore Barbara Steele, voilà, pourquoi on aimait Barbara Steele, ça me semblait vraiment fondamental. Et puis, voilà, on a essayé aussi de voir ce que Curti n'avait pas vraiment abordé, c'est-à-dire la manière dont ce genre, qui est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas eu tant de films que ça, il y a, je sais pas, 30 à 40 films, pas plus, alors que le western, c'est 600 films, donc ça n'est pas du tout la même échelle. Par contre, c'est un genre qui a quand même marqué les esprits, et il a marqué les esprits au point d'infuser dans les autres. C'est-à-dire, il y a plein de péplums où on sent les liens. Alors, parce que parfois, c'était les mêmes metteurs en scène qui les faisaient. Bava a fait des péplums. Et on sent, à un moment, les metteurs en scène ont essayé de redynamiser le genre en allant injecter du fantastique là-dedans. Le western, alors, bon, moi j'avais bossé sur Sergio Corbucci, c'est évident que Corbucci, quand il fait Django, il y a plein de références, il y a plein de liens avec le fantastique. Et il y a d'autres, Margheriti, évidemment, qui a constamment joué sur les deux genres. Et donc ça me semblait aussi intéressant à explorer. J'ai fait l'article sur le western et Eric a écrit l'article sur le péplum. Voilà, on a essayé un petit peu de l'aborder comme ça, et après c'était vraiment par affinité. Voilà, il y avait une petite base des textes que moi j'avais déjà écrits, mais après on a vraiment on s'est réparti un peu le travail comme ça, sachant qu'il y a, en gros, dans les 40 films, il y en a aussi une dizaine qui sont assez douloureux à voir, mais qu'il était quand même nécessaire de chroniquer. Mais voilà, on a travaillé comme ça. C'était assez, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Alors, voilà, c'est quand même, voilà, Eric est à la base de cette idée. Et ça lui est un sujet vraiment intéressant à aborder, qui n'avait pas été abordé en France. Et voilà, moi j'étais entièrement d'accord. Donc on s'est lancé là-dedans de manière un peu inconsciente comme d'habitude, puisqu'on est un peu dans cet esprit, enfin, lui en particulier, parce qu'il a aussi un fanzine qui s'appelle Ténèbres. Voilà, il a cet esprit très fanzine, c'est quelqu'un qui s'était toujours auto-édité, et là on voulait faire aussi quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, ce qui permettait, voilà, on se relisait tous les deux, et donc on s'est permettait de faire progresser, enfin d'améliorer un peu les textes. Et puis après, Didier a fait aussi tout un travail donc déjà de relecture, de mise en forme, ce qui fait qu'on a globalement on avait quand même quelque chose de plus chiadé, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça.
que ce qu'on aurait pu faire tout seul, puisque bon, c'est un sujet par contre qui n'intéressait pas après, disons, des éditeurs plus gros, quoi. Voilà. Ah, alors ça, il y aura une question en ce sens qui sera posée et à l'écrivain, mais aussi à l'éditeur qui est là. Bon, bref. Et aussi une autre question vous sera posée à tous les deux sur ce rapport au film douloureux. Parce qu'il y a aussi des choses peut-être douloureuses dans les chroniques du cinéma parallèle de Didier. Mais il y a une chose que je ne savais pas, et j'en suis vraiment désolé. Voilà, je ne savais pas par rapport à ce que vous dites dans le fantastique gothique italien, le fait que il y a eu une période où il y a eu une espèce de dynamisme comme ça, de ce cinéma de genre, et c'était grâce ou à cause, je ne sais pas, du fait que Hollywood ne faisait plus attention à ses séries B, et c'est que ces séries B n'étaient pas autant et aussi bien exploitées en Europe, et donc il y a eu une place à prendre, si j'ai bien compris. Hein. C'était ça, finalement, qui a reboosté le truc. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les analyse. Après, oui, je pense qu'il y a un moment, enfin, on sait que Hollywood, dès après la Seconde Guerre mondiale, rentre dans des périodes de crise. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais en gros, voilà, ils vont avoir des problèmes du modèle économique. On va dire ça comme ça. Et donc, ils vont essayer plein de choses. Il faut contrer en gros la télévision. Et donc, ils vont se lancer dans la 3D, dans le cinémascope, dans les grosses machines. Et ils ont toujours donc cette série B qui est à l'époque donc la série B des studios quand même essentiellement, qui alimente les circuits. Et puis à la fin des années 50, l'évolution du système fait que tout ça va passer à la télévision. Les westerns de série B vont partir à la télévision, les metteurs en scène de série B vont partir à la télévision ou ils vont partir en Italie, hein, comme je sais pas, André de Toth par exemple. Enfin, voilà, c'est une période un peu bizarre, même les acteurs aussi. Voilà, Clint Eastwood, il passe de la série B à la télé et il part en Italie. Voilà, en gros, c'est ça qui se passe. Ça vient pas mal de la télévision, donc qui phagocyte un peu toute cette partie-là. Et d'une certaine manière, il y a un lien avec les films, certains des films qu'aborde Didier, c'est que la série B dans les années 60 aux États-Unis, elle va devenir quasiment la série Z. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt le film d'exploitation. Et à part quelqu'un comme Roger Corman qui va tenir ça un peu à bout de bras, il y a tout ce cinéma qui était relativement très soigné dans les années 40-50 se débobine. Il y a vraiment plus grand chose. Voilà. Et ça vient donc de la télévision, mais en France et en Europe, notamment en Italie, le public et les salles, les réseaux de salles de quartier, les salles qui ont besoin de ces films série B, ils sont toujours là. Et donc, pour moi, il y a un trou, et ce trou va être forcément, il va y avoir un appel, une espèce d'appel d'air, et on constate que c'est la période où la Hammer fait le succès avec le premier Frankenstein, c'est 57. Il y a les films de Corman, il y a aussi tout le cinéma français, les films de KPDP, les films avec Eddie Constantine, tous ces trucs-là. Et puis, évidemment, les Italiens avec le Péplum. Donc, il y a de la place, en fait, pour ces films qui étaient à l'époque quand même en concurrence avec les séries B hollywoodiennes, de western, de science-fiction qui étaient faites à l'époque. Et je pense que c'est ça quand même qui va permettre à ce cinéma de vraiment prendre son essor avec le succès de quelques films quand même emblématiques comme les Travaux d'Hercule qui cassent la baraque en 57-58. Plus tard, ce sera le même phénomène avec Pour une poignée de dollars, qui fait que voilà, du coup, les producteurs vont avoir de l'argent et vont pouvoir investir dans ce genre de film qui coûtait relativement pas cher. Bon, et après, il y a toutes les techniques où ils recyclaient les décors. Hein. Corman faisait pareil, les Italiens faisaient pareil, et en France, on faisait pareil aussi. Il y a le cinéma allemand, on pourrait étudier aussi le cinéma allemand, ce qu'on appelait les crimis, les films criminels. Pareil, c'est la même période, c'est la période où vont apparaître des acteurs comme Klaus Kinski. Il fait ses premières armes dans ces films-là. Et souvent, c'est des coproductions aussi. Ça, c'est intéressant. Pour tous ces films, il y a un phénomène de coproduction entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Yougoslavie, l'Espagne aussi. Et donc, il y a tout ce brassage qui fait que pendant 10-15 ans, tout ce cinéma va pouvoir être très dynamique. Et faire de l'argent, ce qui va permettre en fait de faire tourner la machine. Et on voit bien que les Américains, ce cinéma-là,
décroche complètement, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents, il y a très peu d'équivalents, jusque peut-être à la fin des années 60 avec un film comme La Nuit des Morts Vivants, qui est un film à petit budget qui sort d'un peu nulle part. Enfin, c'est fait à Pittsburgh avec et ce qui va donner un élan à ce moment-là, un cinéma fantastique et d'horreur américain qui va être différent et qui va aussi trouver un public. Ce qui fait qu'on va en faire beaucoup, La Maison sur la gauche, Massacre à la tronçonneuse, etc. Enfin, tous les films qu'on connaît. Mais ce dynamisme-là, moi, je ne le vois pas du tout, disons, entre 57, 58 et 68. Pendant 10 ans, le cinéma de série B américain, il n'est pas très... Peut-être à part Corman, voilà, c'est pas très, très probant. Et c'est voilà, c'est La Nuit des Morts Vivants qui va annoncer plus ou moins la fin de ces 10 ans du cinéma de genre européen, dont le fantastique gothique italien. Il y a de cela. Alors, je pense pas que ce film-là en particulier ait annoncé une fin, parce qu'il y a des Italiens qui vont s'en emparer. Alors, notamment les Italiens, ils avaient quand même ce truc, c'est qu'ils regardaient ce que faisaient les autres, et après, ils développaient, enfin, ils s'inspiraient beaucoup, pour pas dire autre chose, et notamment la Nuit des Morts Vivants, ses suites ont, notamment Zombie, mais là on est dans les années 70, va inspirer quelqu'un comme Fulci et toute la veine le renouveau en fait temporaire du fantastique italien, avec notamment Fulci, Lamberto Bava, etc., et des films qui vont aller dans le gore et qui vont aussi jouer là-dessus de manière assez flagrante. Mais je pense qu'après, c'est ce qu'ils appelaient, les Italiens appelaient ça les filons. Et les filons, en fait, s'épuisaient. C'est-à-dire que le péplum s'est épuisé bien avant qu'il y ait un renouveau. Donc, le péplum s'étant épuisé, on passe au western. Le western va s'épuiser, on passera au polar, et ainsi de suite. Et le gothique, lui, je pense qu'il s'est épuisé de lui-même au milieu des années 60. 65, 66, c'est les derniers grands gothiques. Après, il n'y a quasiment plus rien. Et en fait, ce qui va prendre le relais, c'est le giallo. Clairement, il y a une filiation. C'est plutôt le succès du premier Argento, L'oiseau au plumage de cristal, qui est en 69, qui va recycler les motifs du gothique et qui va engendrer un nouveau filon qui va lui aussi qui va fonctionner à peu près une dizaine d'années. C'est un peu tous ces grands mouvements. Bon, c'est pas aussi tranché que ça, mais globalement, ça fonctionne comme ça. Parmi les films que vous avez dû revoir ou voir, il y en avait certains, tu disais que c'était assez douloureux. Et je pense aussi à Didier qu'on voit pratiquement plus. En même temps, ça donne comme ça un truc génial. Je trouve qu'il y a une belle image comme ça. Comment ? Je vais allumer la lumière parce que là, je commence à disparaître. Oui, c'est beau, ça commence à disparaître. Je n'ose pas la comparaison avec le vampire pas le vampire de Dreyer, j'ai un trou, c'est terrible, ça y est, je commence à les vampires de Bava, Nosferatu, voilà, Nosferatu. Et en fait, la lumière est apparue, donc tout va bien. Non, mais je parlais des films douloureux et je peux pas ne pas citer comme ça quelques titres de chapitres de ton livre, Didier. Alors, il y a des films de plage, il y a des films dans un langage, ça c'est vraiment ça, hein. Des films dans un langage très étrange, des films avec des nains, de si jolis monstres, le crépuscule de mes idoles, des films zoophiles, Animal Passion, des films avec des mains coupées qui continuent à bouger. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est des films qui ne parlent de rien en fait. Il y a des choses comme ça. Mais voilà, et alors c'est rigolo certes, mais je pense, enfin, pour ça et ceux qui n'ont pas lu, mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Il faut aller. C'est des films où il ne se passe presque rien. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut vraiment faire ça et puis aller à l'intérieur et c'est ce que tu dis aussi à la fin du texte. Ce sont des films qui t'habitent. Mais est-ce que finalement ce rapport au film douloureux, finalement, est-ce que au final, s'il n'y a pas quelque chose de très poétique aussi dans ça, c'est-à-dire c'est tellement évident de ne pas parler de ces films-là que finalement, que ça devient peut-être un peu plus difficile de le faire et je trouve que c'est important aujourd'hui de le faire, de parler de ces films douloureux parce que en même temps, ça dessine aussi un peu plus notre cinéphilie et notre rapport au monde. Est-ce qu'il y avait un peu de cela si on théorise moins, bien évidemment, Didier? Oui, on peut dire c'est important. C'est un portrait en creux, des fois, en parlant de films qui, effectivement, ne présentent pas forcément un intérêt
Dans les films gothiques, effectivement, il y en a 4 ou 5. On dirait que le scénario, c'est un décalque au centimètre près de films qu'on a déjà vu 10 fois. Donc, mais on les regarde quand même jusqu'au bout, pour être sûr qu'il n'y a pas une surprise quelque part. Même que dans mon bouquin, le film sur l'homme à 2 têtes, celui-là. Le premier quart d'heure, c'est quand même surtout la poursuite en moto qui dure la moitié du film. Mais bon, moi j'arrête jamais. Enfin, si, ça m'arrive d'arrêter de regarder un film après 10 minutes quand il y a un truc qui m'intéresse pas du tout, qui est pas intéressant. Par contre, un film comme Le Camion de Marguerite Duras ou L'Homme à 2 têtes, hein, j'ai beau savoir qu'il va plus rien se passer ensuite ou alors des choses pathétiques, j'ai envie de les voir jusqu'au bout, ça fait partie du truc aussi. Il y a des films comme ça, en fait, on se demande jusqu'où ils vont aller. Ah oui, non, mais je crois que c'est la première fois que j'entends dans la même phrase Le Camion de Marguerite Duras et L'Homme à 2 têtes. Le Camion de Marguerite Duras, si ce n'était pas Marguerite Duras qui l'avait fait, déjà personne ne l'aurait sorti. Et je me demande bien dans quelle catégorie ça serait classé. Hein. C'est classable. S'il n'y avait pas de Depardieu dedans, personne ne le regarderait. Est-ce que tu peux rappeler, Didier, excuse-moi, hein, je suis pas le prof, hein, mais juste rappeler pour celui ou celle qui n'a pas vu Le Camion, c'est quoi Le Camion de Marguerite, le dispositif plutôt de ce film-là très étrange? En fait, je suis pas certain. Peut-être qu'il se passe un peu 2-3 trucs dans le film. Comme la plupart des films dont je parle dans le livre, je les ai pas revus sciemment, quoi, en me disant je préfère laisser travailler mon imagination. Il y a sûrement des erreurs, des bourdes dedans. Le Camion, je l'ai vu il y a longtemps à la Cinémathèque à l'époque pour certains films. Pour pouvoir les voir, il fallait se mettre à plusieurs devant une télé avec un casque dans des conditions pas très confortables. Et dans mon souvenir, effectivement, il y a Depardieu et Duras dans une pièce qui discutent du film qui pourrait exister mais qui n'existe pas. Et de temps en temps, il y a des plans de camions sur des routes anonymes françaises où qui font un tour de rond-point. Et c'est très long quand même. Enfin, ça va durer 1h30, mais on a l'impression que ça dure beaucoup plus que ça. Donc vraiment, je ne jurerais pas qu'il n'y a pas un peu de 2-3 scènes mouvementées, mais il me semble bien qu'il n'y a que ça du début à la fin. Oui, mais qu'est-ce qui te donne envie, au final, d'écrire tout ça? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir écrire, à vouloir passer à aller à la troisième étape, c'est-à-dire la première étape, c'est de découvrir un film, la deuxième étape, c'est souvent d'en parler avec des gens, et la troisième étape, c'est d'écrire. Il y en a très peu qui finalement décident d'écrire. Mais pourquoi? C'est quoi le sens dans cette envie-là? Pour certains films, c'est l'envie de faire découvrir le film, le réalisateur, un pensement un peu occulté. Pour d'autres, c'est plus se servir du film pour parler un peu de tout et de rien. Et donc, des fois, c'est juste le plaisir d'écrire, en fait. C'est juste un point de départ, le film. Pas souvent, quand même, en général, c'est quand même un film que j'aime bien et que j'aurais envie de revoir, et que je conseillerais à quelqu'un, même en le prévenant que c'est forcément classique. La douleur, non, bah là c'est parce que ça a été relativement peu douloureux. Non, je pense surtout en fait, on s'est battu pour pas le chroniquer parce qu'Eric en avait un très mauvais souvenir. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand je l'ai vu, le film, c'est le Monstre de l'Opéra. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu et que j'étais resté sec sur. C'était un film que je devais, je crois, pour un site, et je l'avais vu et je n'avais pas réussi à écrire quoi que ce soit dessus et je l'avais oublié. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, le film n'est pas très long, je vais le voir. Et c'est effectivement, c'est un peu surréaliste. Donc là, je l'ai vu et puis finalement, je l'ai abordé sous cet angle-là parce que c'était intéressant, parce que c'était tellement amateur, tellement tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tellement la caricature de ce que quelqu'un qui ne connaît pas le gothique peut s'imaginer de ce que ça peut être, ce que ça pourrait être, que ça devenait intéressant de l'aborder sous cet angle-là. Donc, oui, c'était heureux de le revoir parce que c'était vraiment tartignole, mais en même temps, je l'abordais peut-être un peu comme Didier, c'est-à-dire c'était drôle. Et finalement, en creusant, on se dit, bah oui, il y a des trucs la non-mise en scène permet finalement, en creux, de parler peut-être un peu de mise en scène derrière. De logique dans le scénario, de direction d'acteur, parce que tout ça, ça n'y était pas, quoi. Et après, il y a quelques films, voilà, comme ça, où
les choses sont tellement grosses, tellement énormes que finalement, ça devient. Enfin, le film prend une espèce d'autre dimension et c'est assez drôle d'en parler. Mais voilà. Après, il y a quelque chose, parce que dans le livre de Didier, ce que je trouve aussi passionnant, c'est que d'une certaine manière, il parle aussi d'une certaine conception globale du cinéma. Pareil, en creux, de finalement, qu'est-ce qui finalement est intéressant au cinéma, qu'est-ce qui fait qu'on se passionne pour quelque chose, même si c'est un concept comme un type à deux têtes. Le chapitre sur l'éjaculation, c'est très bien, le rapport à la salle. Non, mais il y a plein de choses. Avec beaucoup de sérieux, hein, vraiment. J'ai l'impression que ce sont des courts-métrages. À chaque fois qu'il y a des textes, c'est comme des courts-métrages. C'est comme des films. Voilà. Et on peut finalement partir de quelque chose, et puis en fait, c'est pas tant du film dont on va parler, mais d'une certaine conception du cinéma, de toutes ces choses finalement qui sont importantes. Et même, on parle de nous un petit peu quelque part. Voilà, pourquoi on aime ce genre de choses, qu'est-ce qui nous fascine là-dedans. Je parlais de Barbara Steele, mais voilà, qu'est-ce que certaines conceptions d'un autre visage, quelqu'un de vraiment mystérieux. Enfin voilà, je trouve que c'est assez fascinant ça quand même. C'est quelque chose moi, c'est des choses que j'aime bien partager, je trouve. Et tout à l'heure, tu disais, voilà, il y a l'étape où on en parle. Quand on en parle, c'est le genre de conversation qu'on a après des films comme ça. À un moment, c'est intéressant aussi de la mettre à plat et puis d'essayer de la creuser un peu plus, quoi. Parce que finalement, c'est ce que tu disais, c'est ce qui nous construit. Qu'est-ce qui fait qu'on adore, je sais pas, certaines ambiances, certains types d'histoires, même si on nous les a racontées 100 fois. C'est un peu ça aussi, une espèce de mystère de ce qu'on aime dans le cinéma, au fond, même dans des films comme ça. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est on ne peut plus clair, et en lisant, et Didier, tu peux réagir bien évidemment, mais en lisant tes textes, Didier, on a, et Dieu sait que la critique, la critique au cinéma est un moment de ma vie important, mais je me disais que ça aurait été bien aussi de lire ce genre de regard sur le cinéma de cette manière-là aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ça aurait été bien, moi je sais pas, hein, comme Adrien ou comme Lester Banks, d'avoir et ça me fait beaucoup penser à ça quand je lis tes textes, cette espèce de liberté comme ça, c'est comme un documentaire. Le documentaire, on part d'un point A, mais on sait pas où est le point B, mais on sait pas pourquoi on a envie d'y aller. Et c'est ce chemin-là qu'on retrouve dans tous tes textes. Et c'est pour ça qu'on a cette capacité à se réapproprier tous les textes en disant mais on n'a jamais vécu ces moments-là, mais c'est comme si on les avait vécus. Je sais pas. C'est pour ça que ma première question parlait de style au début de l'émission, parce que c'est assez impressionnant et c'est imposant aussi. C'est vrai que moi je regrette vraiment, mais de toute façon dans le domaine de la musique c'est la même chose, qu'il n'y ait plus des critiques comme voilà, tu disais Yves Adrien ou Lester Banks, Richard Metzler ou Philippe Garnier, à la fois la musique et le cinéma. Des gens qui ont vraiment des connaissances, mais aussi des goûts et même des partis pris qui sont capables de la pire mauvaise foi du monde, mais qui donnent des articles intéressants et personnels, alors que maintenant on lit Rock'n'Roll, il n'y a plus d'équivalent de ce genre de plume. C'est un truc purement informatif. Et qui du coup en 2023 avec Internet, parce que c'est pour lire des biographies de groupes, voir ils sont nés ici, ça change ça n'a aucun intérêt ça. Alors que des choses plus personnelles, comme Garnier le faisait, ça manque. Je trouve qu'en cinéma, je ne sais pas s'il y a eu vraiment l'équivalent en critique de cinéma de ces critiques rock. Je sais pas, je pense pas. Est-ce que tu as déjà eu envie, en regardant un de ces films-là, de casser ton armoire comme Lester Banks quand il écoute Sister Ray? Est-ce que tu as déjà eu cette envie-là? Casser l'armoire, non. Il faut dire que l'équivalent de Sister Ray en cinéma, je ne sais pas trop ce que ça serait. Ah bah c'est Guy Madine, ça pourrait être Guy Madine. Oui. Une question, encore deux questions, mais pour revenir au livre, Vincent, ça serait bien peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, comme moi d'ailleurs, qui ne connaissent pas tellement que ça, cet aspect du cinéma italien, de nous expliquer, et c'est parce que tu en parles dès le début, hein, en quoi le film Les Vampires de Riccardo Freda, ça a été une date et ça a donné quelque chose à cette cinématographie-là. Comment on peut raconter ça?
Moi, je crois que c'est les vampires, c'était un projet, oui, c'était un projet de Ricardo Freda. Il y avait le chef opérateur qui finalement a fini par co-réaliser le film, c'était Mario Bava. Et en fait, c'était des gens qui avaient des partis pris assez forts. Après, ils ont créé en fait une esthétique à un moment où je pense le fantastique, ce type de fantastique était un peu tomber en désuétude, c'est-à-dire ça l'enveloppe des films de la Universal, mais qui n'en faisait plus de ce type-là depuis quelques années. C'est plutôt la science-fiction qui dominait à l'époque, hein, des choses plutôt merveilleuses, ou alors des films de grosses bêtes, ce genre de choses, tout ce qui était autour du péril atomique. Et là, tout d'un coup, on nous replonge dans une autre période, hein, ça se passe à Paris, il y a des histoires de vampires qui assassinent des gens pour sucer leur sang. Et il y a comment dire, il y a le désir de revenir en fait à un cinéma fantastique je dirais des années 30, notamment les effets spéciaux. Donc alors ça, le mérite revient à Bava, c'est-à-dire il y a une scène de transformation qui est directement inspirée de ce qu'avait fait Rouben Mamoulian et son photographe, je m'excuse, j'ai pas son nom en tête, en 1931 avec la première version de Dr Jekyll et Mr Hyde, où même encore aujourd'hui, et même quand on sait comment ça marche, c'est un système de maquillage qui sont révélés par des miroirs, un jeu de miroirs et de lumière, c'est toujours très impressionnant. Oubliez, tout ce numérique évidemment n'existait pas. Et là, donc ils reprennent un peu comment dire, cette manière de faire, et ils essaient de le moderniser un peu par des choses un peu plus en termes d'érotisme et de violence. Bon, aujourd'hui, c'est un peu, enfin, on peut le dire vite, mais voilà, à l'époque, ça marque. Après, le film qui vraiment quand même lance le genre et est une vraie révolution, c'est Le Masque du démon. D'abord, parce qu'il y a Barbara. Le Masque du démon, ça c'est en 60. Les vampires marchent suffisamment pour qu'ils fassent un autre film, mais guère plus que ça. Et il y a le fait aussi qu'à la même époque, donc sort le Frankenstein de Terence Fisher, qui lui est un gros succès un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, qui relance aussi le goût pour ce type de fantastique. Et Le Masque du démon, lui, a vraiment proposé quelque chose de différent. Donc il pousse en fait cette esthétique, voilà, cette espèce d'esthétique gothique. Donc c'est surtout du noir et blanc, même s'il y a eu quelques films très réussis en couleur. Avec une montée en termes de violence et d'érotisme qu'on n'avait pas jusque-là. Ça, c'est typique aussi des Italiens. Et ça ils savent le faire et ils le font très bien, je trouve. Et après, il y a aussi le fait, dans Le Masque du démon, il y a des scènes très impressionnantes, même encore aujourd'hui, pour ceux qui ont vu le film, des effets qu'on n'avait jamais vraiment vus avant. Et donc, il y a aussi cette actrice, Barbara Steele, qui impose un nouveau style. C'est plus du tout l'héroïne vaporeuse, même si elle le joue aussi très bien, mais elle a un visage incroyable, elle a un jeu incroyable, et c'est un effet spécial à elle toute seule. Elle impose, voilà, c'est vraiment quelque chose de complètement neuf. Et donc ça va séduire les gens. C'est des films donc, qui sont à l'époque interdits aux mineurs, donc qui vont en fait faire fonctionner en fait l'imagination à plein et ouvrir donc là tout ça. C'est un film qui sera repris, enfin la fameuse scène où on la voit apparaître avec ces deux chiens, là, ça devient une véritable icône, quoi, comme Dracula en haut de son escalier. Il y a plein de gens qui ont repris ça plus tard. C'est très très beau. Voilà, moi je pense que c'est un peu ce qui se passe à ce moment-là. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette espèce en fait, ils ouvrent un nouvel imaginaire. Pour moi, c'est des films, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire du cinéma, de La Nuit des Morts Vivants. C'est des films qui, à un moment, ouvrent un nouvel imaginaire, et ça ouvre en fait des possibilités pour d'autres metteurs en scène qui vont reprendre, qui vont développer, qui vont copier parfois. Et voilà, et ça va donc marquer tout un tas de gens, beaucoup de cinéastes. Enfin, je sais pas, Tim Burton, par exemple, voilà, il a toujours reconnu sa dette envers Fisher, envers Bava. Voilà, ces gens-là n'auraient sans doute pas fait les films qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas vu, quand ils avaient 15 ans, ce type de film. Je rappelle, le fantastique gothique italien d'Éric Escoffier et Vincent Jourdan, c'est édité chez Monotone Édition, pardon, et les chroniques Cinéma parallèle, chronique au pluriel de Didier Balducci, édité chez Monotone. Et là, je pose la question à l'éditeur, qu'est-ce qui t'a donné envie, pour le coup, d'éditer ça?
parce que Vincent nous disait que ça n'a pas été évident, les gros éditeurs. Donc, qu'est-ce qui... Après, quand on lit tes chroniques, hein, j'ai la réponse, mais quand même, qu'est-ce qui te donne l'envie d'éditer ce genre de livre? C'est parti parce qu'on se connaît avec Vincent via Regard Indépendant, c'est une association de court-métrage, et avec Eric, parce qu'il y a très longtemps, il faisait un genre de ciné-club à la MJC Magnan, où il passait des films sur une télé. Et après, j'avais discuté avec lui de sa collection d'affiches, de photos de films et tout ça. Donc c'était bien qu'ils aient fait un truc ensemble et qu'ils me le proposent. Et aussi parce que moi, enfin, je suis content de sortir d'autres livres que les miens, comme sur mon label de disques, je sors d'autres disques que les miens, parce que sinon je sortirais pas grand-chose. Et le sujet m'intéresse, même si, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas vraiment le genre de cinéma qui me passionne le plus. Je crois que j'avais vu au moins les 3/4 de ces films déjà, donc c'est quand même ça. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'était pas mal aussi de travailler sur un truc qui soit moitié texte, moitié photo, pour changer un peu sur un autre format. Mais une chose, oui, qui est importante, que j'ai pas dit tout à l'heure quand on a parlé du projet, c'est que dans le projet, donc il y avait les textes, mais il y avait aussi l'iconographie, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'Éric aussi est un collectionneur passionné et qu'il a voilà, Didier parlait de ses expositions d'affiches qu'il a faites à la Cinémathèque de Nice ou au cinéma Mercury, qui maintenant s'appelle Belmondo. Et donc il a il a une collection vraiment incroyable d'affiches, de photos et d'affiches d'exploitation de ces films-là, qui dégagent toute une poésie absolument incroyable. Et je pense que voilà, nos textes valent ce qu'ils valent, mais les photos sont vraiment incroyables. C'est tout un univers. Ouais, ça c'est très enthousiasmant en tout cas, je trouve. Et le fait qu'on ait fait ce format-là, la mise en page de Didier, tout ça, on a retravaillé beaucoup donc sur la qualité, ce qui n'était pas forcément évident avec les moyens qu'on a, quoi. Mais le résultat est vraiment très chouette, je trouve. Enfin, partager ça aussi, c'était important. Et toutes les informations concernant ces deux livres sont bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo. Les livres existent depuis maintenant depuis un certain temps et on en a parlé. On a dit quoi? On a peut-être, comme j'aime bien le dire souvent, un 0,01%. Donc maintenant, il faut être curieux et aller et se les procurer. Un grand merci Vincent et Didier d'avoir été présents parce que on aurait dû faire cette émission un certain temps là aussi, mais encore de ma faute comme d'habitude. Mais bon, on l'a faite et c'est le plus important. Merci beaucoup. Oui. À vous deux. Vous revenez quand vous voulez. Ce serait avec plaisir en tout cas. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.